Ça me semble indispensable. Euh, je pense que, si vous voulez, il y a plusieurs choses. Il y a une chose, c'est que moi, je tenais absolument à ce que quelqu'un pose un regard sur l'enseignement que je fais à mes élèves. Donc j'ai sollicité un professeur de systémique qui s'appelle Luis Vasquez, qui était chilien et qui avait participé aux travaux de Palo Alto, etc. Enfin, un grand monsieur. Et je lui ai dit, je veux que vous observiez nos relations et que vous nous critiquiez, que vous critiquiez ce qui se passe entre moi et mes élèves. Je veux que vous nous receviez, nous tous, chacun, individuellement, régulièrement, jusqu'à ce que nous ayons tiré au clair un certain nombre de choses. Vous comprenez la tradition. Alors, on entend souvent des gens dire oh ben, ça, c'est la tradition. On dirait que la tradition, c'est béni et que c'est le top. La tradition, elle a amené la guerre, elle a amené un nombre de trucs incroyables. Elle a amené des ségrégations, elle a amené tout ça aussi. Alors, il y a des choses bonnes dans la tradition, mais il y en a qui ne le sont pas. D'accord ? Et moi, je ne suis pas d'accord pour un enseignement basé sur ferme ta gueule et pratique. D'accord ? C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. On n'est plus à cette époque. On est à une époque où il faut qu'on dise les choses et qu'on les montre. Okay ? Et qu'on les démontre. Okay ? Moi, je trouve ça essentiel. Essentiel. Quand je fais ces formations dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien, je vais là et je dis, voilà, aujourd'hui, on va travailler là-dessus. Et j'explique. Ok, maintenant, on fait mise en situation de tout ce qui vient d'être dit et on vérifie tout par le corps, par les armes. C'est important. Je ne veux pas de crédule. Vous comprenez ? Si je dis à quelqu'un une chose, la première chose que je lui demande, c'est d'en douter. Il faut. On est à un moment où on doit être critique. On n'est plus là comme ça. C'est fini, ça c'est la féodalité, c'est terminé. Les arts martiaux, ça pourrait être un gros travers des arts martiaux, ça. Moi je pense que beaucoup d'arts martiaux se sclérosent à cause de ça. Parce qu'on est dans un enseignement qui donne pas d'ouverture, qui donne pas de réflexion. L'humain, c'est de l'intelligence et du corps. C'est les deux ensemble. D'accord ? Si on restreint la réflexion, on restreint le geste. D'accord ? On restreint le désir, on restreint le plaisir. Il faut absolument que tout ça soit là et qu'on considère l'individu dans sa totalité, pas dans une partie de lui. J'enseigne pas des gestes aux gens, moi. Je les mets dans des situations. Et je leur dis, dans cette situation, il faudrait rétablir l'équilibre entre vous et l'autre. L'attaque, c'est un abus, entre guillemets, c'est une violence qui est exercée contre vous. Vous pouvez répondre par la violence, mais l'aïkido vous propose de répondre autrement. Comment rééquilibrer la relation en intégrant la force, l'énergie qui vous est envoyée, en l'intégrant. L'ennemi n'est pas en face de vous, il est entre nous. Okay ? Il est là. C'est ce qui nous fait nous combattre. Ça, c'est essentiel. Quel que soit le conflit qu'on rencontre dans la vie, l'ennemi, il n'est jamais en face de soi. L'ennemi, il est ce qui fait que nous sommes là, impliqués tous les deux. Parce que si une agression vous est adressée, vous avez quelque chose à y voir. Vous pouvez faire quelque chose. Et c'est vous qui pouvez le faire puisque ça vous est adressé à vous. Alors ce qu'il faut détecter, c'est qu'est-ce qui nous met en opposition. Le véritable ennemi, il est là. C'est ça l'aïkido. Le véritable ennemi, il faut qu'on arrive à travailler ensemble pour le combattre. Mais ce n'est pas en se faisant des facilités. C'est exactement l'inverse. Plus on va être puissant et fort à l'attaque, plus on va le détecter, cet ennemi. Plus on va voir quelles sont nos tensions, quelles sont nos difficultés. Maître Kobayashi disait, celui qui vous attaque, il vous demande de l'aide. Celui qui attaque, il vient rétablir le contact. La violence rétablit toujours le contact, toujours, quand il n'existe plus ou quand il y a un risque de rupture entre les gens. C'est très piégeux comme question, parce que... Mais moi, je prends toujours les risques. Moi, j'aime le risque. Alors, ce que je pense, c'est qu'au Sensei, comme tout le monde, il avait pratiqué beaucoup d'autres choses, et il avait fait une sorte de synthèse personnelle. Alors aujourd'hui, on dit que c'était du génie, et c'en était sûrement d'une certaine manière. Mais pour moi, même s'il avait toutes les idées qu'on peut aujourd'hui développer autour de l'aïkido, elles venaient probablement pour beaucoup de Deguchi Isaburo. Et elle venait c'était un mystique épouvantable. Enfin, pour moi, c'était exactement l'inverse de ce que je pensais être un professeur d'arts martiaux. Enfin, quand je dis ça, bon, je vais me faire taper sur les doigts probablement, mais ça me gêne pas. J'en suis pas à ça près. C'est terrible d'être. Maître Kobayashi, il supportait pas cet aspect au sensei. Ce mystique, il supportait pas. Il disait, putain, mais il fallait qu'il nous lâche avec son truc. Enfin bon. Je pense que ça, c'était pas abouti. Ça paraît bizarre ce que je dis. Ça pourrait paraître prétentieux. Je ne pense pas avoir abouti moi non plus. Je ne pense pas que Kobayashi Sensei a abouti. D'accord ? Mais je dis que ça n'était pas abouti. Ce n'était pas encore
à la hauteur du message théorique, du message idéologique qui était passé. Je ne parle pas d'autre chose. La technique ne reflète pas le message. Ça, c'est mon point de vue. Je pense que Kobayashi Sensei s'en est plus approché, mais Kobayashi Sensei, il ne théorisait pas. La théorie, c'est moi qui ai dû la faire. Hein. Kobayashi Sensei, lui, tu fais comme ça, bam, bam, tu fais ça, et c'est bon. Ah bon? Oui, et Nikkyo, c'est bon pour le foie. Ah bon? Pourquoi? Mais il n'y a pas de pourquoi. Alors ça, j'ai dû faire le travail, moi. Quand j'ai écrit le corps conscient, pourquoi Nikkyo, c'est bon pour le foie? Alors on observe les méridiens, les chaînes articulaires, les chaînes musculaires, on regarde les réactions physiologiques, on regarde les liens avec l'embryologie, et au bout d'un moment, on comprend. Pourquoi Nikkyo, c'est bon pour le foie? Mais lui, ça s'arrêtait à Nikkyo, c'est bon pour le foie. Sankyo, c'est bon pour le poumon. Voilà. Après, bien évidemment, il faut faire tout le travail. Moi, le travail, je l'ai fait après. Tout le travail de théorisation, je l'ai fait après. Parce que lui, il ne le faisait pas, il s'en foutait. Et lui, il affirmait. Bon, j'affirme, c'est comme ça. Alors, il avait certainement une grosse formation derrière. Parce qu'il a affirmé des choses que quand on les vérifie, on dit bah, bravo, bravo, chapeau. Mais, alors, on n'est qu'au début. Enfin, moi, je pense qu'on n'est qu'au début. Je pense qu'on n'est qu'au début. Donc, l'aïkido doit continuer à il faut absolument que l'aïkido évolue. C'est pour ça que je pense que c'est bien qu'il y ait des courants différents, des écoles différentes, des gens qui ont des abords différents, des points de vue différents. Ils regardent depuis un autre endroit la même chose. Si vous regardez cet objet, ici, okay, vous voyez peut-être la même chose que moi ici. Mais quand vous le regardez comme ça, si vous étiez exactement au-dessus, vous verriez autre chose, et là aussi. Mais l'objet, il est là. Okay, il est tout ça. Il est tout ça. Or, je pense que c'est super qu'il y ait énormément de différences, de points de vue. C'est pour ça que je lutte contre tout ce qui veut uniformiser. Vous parlez de fédération. La tendance à l'uniformisation de l'aïkido, pour moi, c'est ravageur. Il faut qu'il y ait un maximum de points de vue sur ce qu'est l'aïkido pour qu'on puisse comprendre ce qu'est l'aïkido. Et il n'y a personne qui a raison ou qui a tort. Je ne dis même pas que Kobayashi Sensei a fait mieux que les autres. Je ne dis surtout pas que moi je fais mieux que qui que ce soit. Je dis que je fais ça parce que je suis convaincu, par l'expérience que j'ai fait avec lui, que c'est ce que je peux faire et ce que je dois faire. D'accord ? Mais après, on peut parfaitement me dire que ce que je fais... voilà. Chacun a un point de vue. Et il faut que ces points de vue soient tous là. Il les faut tous. On ne fait pas la culture de l'humanité à partir d'une culture. Je veux dire, heureusement qu'il y avait des Italiens à la Renaissance pour venir faire les châteaux de la Loire, parce que sinon on aurait été mal. Heureusement, enfin, vous voyez, c'est constamment, il y a eu des échanges. Regardez le nombre de mots qui sont passés d'une langue dans une autre, etc. Et donc, il faut tous ces points de vue pour faire ce qui est aujourd'hui. Alors déjà, Maître Kobayashi était un ennemi juré du Shikodashi. Il disait à quoi ça sert, franchement? Est-ce que vous avez une situation dans la vie qui correspond à ça? Il disait si on vous attaque et que vous êtes à genoux, dépêchez-vous de vous lever déjà. Ça ira déjà beaucoup mieux. D'accord? Si vous ne pouvez pas vous lever, frappez en remontant, mais restez surtout pas par terre. D'accord? Après, j'ai entendu des âneries du style « Ah, mais si on a une jambe cassée, on peut continuer à se battre. Si vous avez déjà eu une jambe cassée, je peux vous dire que vous ne risqueriez pas de faire du shiko ou quoi que ce soit par terre, de toute manière. Hein. D'accord? Bon. Après, toutes les raisons qu'on me donne, pour moi, elles ne sont pas bonnes pour une raison très simple. C'est que d'un point de vue biomécanique, quand vous appuyez les orteils, vous bloquez vos talons sous les ischions, le bassin est là. Okay? Donc si vous voulez être droit, il faut forcément redresser le buste sur le bassin. Vous créez un point d'appui au niveau de... Allez, en fonction des personnes et en fonction des lordoses dorsolo-lombaires des gens, vous créez un point d'appui très fort sur L4, L5 ou sur L3, L4 ou sur à peu près dans ce niveau-là, à ce niveau-là. Et là, vous forcez ce niveau. D'accord? Ça veut dire aussi que parce que vous êtes en haut, il faut agir forcément avec la ceinture scapulaire. Il y a beaucoup de force qui vient d'en haut. D'accord? Vous descendez, vous êtes assis, commencez ça. Okay? Plus question de forcer sur un point. La colonne, elle est droite. Elle est droite. Vous n'êtes pas en train d'augmenter la syphose dorsale ou la scoliose, la lordose lombaire. Vous n'êtes pas en train de l'augmenter. D'accord? Vous avez un alignement entre la cervico-dorsale, qui est une des clés importantes, et les sacro-iliaques, qui est normalement à peu près verticale. D'accord? Il vous reste pour travailler quoi? Étant donné que vous ne pouvez pas investir le haut du corps dans cette position, d'accord? Il vous reste le centre pour travailler.
Et si vous voulez vous déplacer, il faut forcément ouvrir le bassin. Et l'ouverture du bassin, c'est quand même une des clés importantes dans les arts martiaux, parce que le bassin qui est fermé, c'est-à-dire un bassin sur lequel il y a très peu de mobilité sacro-iliaque, donc coxo-fémorale, d'accord ? C'est un bassin sur lequel les antérolatérales internes sont relativement courtes, les ischio-jambiers tirent vers l'intérieur, on a une tension du psoas iliaque qui peut être maintenue, d'accord ? Ça veut dire que c'est un bassin qui retient son énergie pulsionnelle, d'accord ? Ce dont vous avez le plus besoin dans un combat. Que cette énergie soit mobile. La motricité, elle dépend du niveau d'énergie, elle dépend de la dynamique énergétique. Donc c'est extrêmement important de développer ça avant tout. Toute la thématique du centre, du hara, du sekatanden, toute cette thématique-là, elle est autour de ça. Elle est autour de je me déplace par le centre et pas par autre chose. Or, dans le Shiko, on se déplace avec les pieds. Quand vous marchez debout, vous avez deux façons de marcher. Vous marchez avec les pieds, ou bien vous marchez avec votre centre et vos pieds suivent. D'accord ? Il me semble que tous les budokas, enfin tous ceux qui enseignent le budo, tendent vers le centre se déplace et les pieds suivent. Les pieds sont au service du centre, c'est pas les pieds qui sont les moteurs, d'accord ? En français on dit raisonner comme un pied, c'est pas flatteur. Hein ? Quand ce sont les pieds qui commandent, c'est pas terrible. Hein ? Bien, vous comprenez ? Et l'ouverture du bassin, en particulier, c'est quoi ? C'est libérer l'énergie pulsionnelle et maintenir la centralité. Donc, Koba-sensei, il avait une ouverture absolument incroyable. Il était là, il était en seiza comme ça, cette jambe ne bougeait pas, l'autre, elle venait là. Okay ? Et il était stable. Moi, je l'ai poussé dans ces conditions, il était stable. Donc, pourquoi ça ? Pourquoi je fais comme ça ? Parce qu'il m'a dit de faire comme ça. Ça, c'est une première raison. La deuxième, c'est que quand je l'ai rencontré, comme j'avais fait des kilomètres de Shikodashi, je me souviens de, par exemple, Maître Asai, d'un homme très, très gentil d'ailleurs, un homme très agréable, on commençait des cours, des fois on faisait Shiko pendant 1 heure, et en avant et en arrière, et à toute vitesse, et je tourne, et je retourne, et vas-y les tailles sabaki, etc., etc. Et à 19 ans, quand je marchais, je me cassais la figure tout seul dans la rue, parce que j'avais les ligaments croisés qui merdaient, parce que le genou était instable, etc. Moi, je pense que c'est quelque chose qui a dû venir après l'adoption du seiza aussi, parce que le seiza, c'était pas une posture traditionnelle. Enfin, je veux dire, le samouraï, l'idée du samouraï en seiza au XVIe siècle, dans les films, ouais. Le seiza, c'était pas la posture, c'est pas vrai. C'est une posture qui date, enfin, qui est vraiment pratiquée à partir de la fin du 19e à peu près. C'était une posture de cérémonie. Après, c'est vrai que c'est bien. Enfin, nous, on a adopté un peu dans le rituel, on a adopté Ogasawara, c'est-à-dire le salut, enfin Uchi, quoi, le salut à genoux, etc. On fait tout. C'est très pénible. Hein. Quand vous saluez 10 fois, ça va, mais quand vous saluez 150 fois dans la journée et tout le temps en César, je monte, je descends, je monte, je descends. Bon, au niveau de l'humilité, il y a un vrai travail physique, et puis, mais bon, en même temps, c'est la musculature des cuisses, enfin, il y a tout ça qui joue. Hein. Mais quand même, on a adopté ça. Je pense que c'est une bonne pratique, parce que chaque fois qu'on salue, on étire les chaînes dorsales. Ce qui est important, hein, c'est quelque chose qui permet le relâchement. On fait beaucoup de chutes plaquées chez nous, donc il faut absolument qu'on ait des mouvements contraires. Et donc le salut en César, je trouve que c'est utile. Je crois que pour tout ce qu'on fait, il doit y avoir un niveau qui est physique, d'accord ? Parce que la technique exige un certain nombre de compétences physiques. Un niveau qui est de l'ordre de l'énergie. Qu'est-ce qui favorise ou pas la circulation de l'énergie ? Un niveau qui est d'ordre psychologique. C'est important d'avoir des gestes qui ont une répercussion au niveau psychologique et qui nous obligent à réfléchir à ce que nous sommes en train de faire, à y penser, à le critiquer, à le remettre en question, à le valoriser, à l'accepter. Ensuite, il doit y avoir un niveau symbolique. Le langage de l'univers, c'est le langage symbolique. Et c'est pas, quand je parle de symbole, je ne parle pas d'avoir mis une étiquette quelque part, etc. Je parle du symbole au sens propre, c'est-à-dire comment quelque chose qu'on répète comme un rituel devient partie intégrante de la conscience, comment ça devient structurel, comment c'est symbolisé au sens psychanalytique du terme, si vous voulez. D'où l'extrême importance de l'étiquette. Pour moi, étiquette, discipline, rituel, ça, c'est indiscutable. S'il n'y a pas ça dans un cours d'arts martiaux, c'est pas un cours d'arts martiaux. Moi, j'étais très choqué au début quand je suis arrivé à Dainippon Budokukai, parce que la plupart des saluts en démonstration se faisaient debout, alors que pour nous, c'était pas concevable. Pour moi, tous les saluts se font à genoux, etc. Enfin, voilà. Donc, c'est vrai. Alors, peut-être que c'est aussi, enfin bon, oui, c'est peut-être une modernisation avec des excès, mais moi, je le maintiens parce que je pense que c'est une vraie valeur.
au niveau didactique, et c'est une vraie valeur au niveau du développement psychologique. Moi, j'ai une règle qui m'a été enseignée par Kobayashi Sensei, il ne le disait pas comme ça, mais moi je l'ai formalisée comme ça. Éthique, donc esthétique, donc efficace. Lui, il me disait toujours, si tu fais un geste qui n'est pas beau, laisse tomber, il ne peut pas être efficace. Il faut que le geste soit beau. Alors ça faisait partie de quelque chose dans son esprit à lui, qui était la recherche d'une forme d'excellence dans tout. Il fallait absolument que ce qui est normalement les armes, c'est-à-dire c'est quand même très laid, il s'agit de tuer, de blesser, etc., ça devienne quelque chose de beau. Et cette transformation du geste jusqu'à ce qu'il soit beau, c'était... Alors quand il parlait d'efficacité, moi je me suis questionné vraiment sur la question de l'efficacité au sens courant, c'est-à-dire efficacité martiale, et puis efficacité au sens développement personnel, réalisation de l'être, etc., etc. Et je pense que ça répond aux deux. Je pense que ça répond aux deux. J'ai donné une conférence à Rome, au musée d'art oriental, il y a quelque temps, sur cette question-là. Bon, c'est tombé bien au musée d'art oriental, mais éthique, esthétique, efficace. Je pense vraiment aujourd'hui que l'efficacité, elle tient essentiellement dans la posture. Il faut que le corps soit droit, en équilibre. D'accord ? Il ne peut pas être mieux équilibré que droit. La posture, parce qu'il y a à la fois la stabilité et en même temps la possibilité d'aller vite. D'accord ? Par exemple, les grands mouvements avec des fentes comme ça, vous en faites un, mais le deuxième, avant que la jambe revienne et que vous vous reliez, okay ? Donc Kobayashi Sensei, lui, les pieds, okay, ils étaient, hop, le pied arrière était toujours prêt d'arriver. Hein. Donc ça me paraît, donc la posture droite, première chose, le déplacement et le mégoli, c'est-à-dire la relation entre la périphérie, là où le contact s'établit, et le centre. Voilà. Ça, pour moi, c'est les trois composantes. Mais si vous regardez, si c'est fait comme il faut, ça devient beau. D'accord ? Si on respecte ces trois critères, ça devient beau. Donc je pense que l'efficacité, elle est là. Alors, il y a plusieurs choses. On va regarder le côté de celui qui chute, hein, de hooké, puisqu'au moment où il chute, il est hooké. D'abord, il y a une question de mobilité et de capacité à aller dans un certain espace. D'accord ? Si je fais un ilimi ici, et que ici, à ce moment-là, je ferme, il n'a pas la place de chuter. Il va être écrasé par terre, il va se plier sur lui-même, et c'est très désagréable. D'accord ? Par contre, si j'arrive à ouvrir, et si j'arrive à engager mon centre au bon moment, et que mon dernier mégoli donne l'indication, il y a des chances pour qu'il puisse passer son bassin, et il va aller par là, dans un espace dont moi je dois avoir conscience au départ. D'accord ? Comme celle-ci disait, si vous n'avez pas conscience de l'espace dans lequel vous le projetez, il ne peut pas y aller. Parce qu'à ce moment-là, c'est vous qui devez assurer, qui devez assumer la relation. Donc vous devez assumer la conscience, vous l'avez mis dans un état de perturbation, de perte de repères sensoriels, donc vous devez assumer, y compris l'espace dans lequel il doit aller. D'accord ? Dans cet espace-là, ça veut dire qu'il fait l'expérience de perdre le contact avec lui-même pendant un temps très court. D'accord ? Parce qu'en bout de chute, normalement, bon, il s'est servi de vous pendant un instant pour se repérer, pour continuer à se repérer. Après la première désorientation spatio-temporelle que vous avez organisée, il s'est servi de vous, du contact avec vous. Mais il y a un moment où, à partir du moment où il est passé, où il a décollé, il va lâcher. Et ce qui nous importe, c'est combien de temps, entre guillemets, hein, on parle de temps très court, il est en l'air, sans contact avec le sol et sans contact avec votre main. D'accord ? Ça, c'est important. Vous comprenez bien que la plupart des gens se propulsent, par exemple, avec un trampoline, avec un trapèze, ou bien font de l'avion, se propulsent avec un moteur, ou sautent d'un truc et font du parapente, se servent d'un courant, etc. Là, il s'agit d'autre chose. Il s'agit de quelque chose de complètement différent. C'est vous, jeté, qui organisez le vol de Luque. D'accord ? Et ce moment où il est seul en l'air, après cette phase de désorientation spatio-temporelle, c'est quelque chose qui est intéressant, parce que d'un point de vue symbolique, ça renvoie à une forme de vie décorporée. C'est comme si on perdait son corps, on avait perdu son corps. J'ai eu l'expérience avec Sensei plusieurs fois, où il projetait un ennemi ou un Tenchinage, vraiment avec de la vitesse, etc. Où, pour moi, j'avais l'impression de rester en suspension pendant une demi-heure. Bon, la chute, elle durait le temps que dure une chute, mais j'étais là, et je regardais, tiens, il y a machin, tiens, celui-là, tiens, celui-ci se tient mal. Et, mais je ne savais pas qu'il était là, lui. Et puis, je pouvais penser, c'est-à-dire, ça dure... si je devais résumer les pensées que j'avais à ce moment-là, il me faudrait une demi-heure pour en faire la liste.
D'accord ? Mais ça a le temps de durer une seconde. C'est vraiment l'expérience de sortir du corps. Okay ? On n'est plus soumis à la spatio-temporalité ordinaire. Je peux en parler, ça m'est arrivé assez souvent avec lui. Alors pas tout le temps, parce qu'il faut y aller, il ne faut pas faire semblant, je peux vous dire. Mais c'est intéressant. Ensuite, il y a l'arrivée au sol. L'arrivée au sol, alors il y a plusieurs choses. Premier bénéfice, c'est le tandem musculaire. Vous arrivez au sol, contraction de tous les muscles, d'accord ? Donc, il y a l'augmentation de la tonicité musculaire, en même temps, il y a l'augmentation de la cohérence corporelle. C'est-à-dire que, bon, j'ai insisté tout à l'heure sur la fonction identitaire du corps. Eh bien, en l'occurrence là, on fait chaque fois, si vous avez une partie du corps qui est laissée à elle-même, ça cogne, je peux vous dire que vous vous en rendez compte, hein, une jambe qui est pas incluse, un bras qui n'arrive pas au bon moment, etc., ou un bras qui veut aller en avant le reste du corps, d'accord ? Au bout d'un moment, ça apprend cette cohérence. Donc, c'est renforcement des limites du corps, donc renforcement de la perception de soi, donc renforcement, en quelque sorte, de la structure identitaire, donc de la conscience qui est derrière. Okay ? Ensuite, on se relève, donc on fait de la musculation des jambes aussi. Et nous, les chutes, on n'en fait pas une toutes les 5 minutes, vous le savez. Hein, c'est du début à la fin du cours, c'est par centaines, c'est par milliers, d'accord ? Alors après, on me dit, mais vos élèves, alors bon, je me souviens d'une démonstration au Butokuden où il y avait la princesse Akiko no Mikasa, et moi je commence ma démonstration, on commençait par le taijutsu, donc j'appelle un élève, et je fais un ilimi, il part, il tombe, ça, ils étaient comme ça, et il se relève, paf, comme ça, et il revient, et tout le monde dit, ah bon ? Tout le monde pensait qu'il était mort. Hein. Pourquoi ? Alors j'explique. Si on met quelqu'un en équilibre, en l'air, je dis bien en équilibre, d'accord ? Eh bien, ils retournent au sol naturellement. Je leur dis, vous savez, ils ne peuvent pas se faire mal, ils ne tombent pas de haut. Ils tombent de 10 cm. Ils sont en équilibre tout le temps. Il y a une tonicité qui est permanente. Il y a l'énergie de l'interaction. Et en fait, c'est seulement au dernier moment que véritablement la chute se fait. C'est pour ça que moi, ils chutent sur du béton, hein, sur de la caillasse. Dans le désert, il y avait des rochers, il y a des photos, si vous voulez, je vous les montrerai. La chute, boum, sur du rocher, sur n'importe quoi. Peu importe. Alors ça aussi, c'est un truc que je trouve extraordinaire, c'est quand même, on fait des arts martiaux, mais il nous faut un petit matelas pour se réceptionner. Moi, franchement, il faudra qu'on m'explique comment on fait la guerre, là. C'est ridicule, c'est ridicule, qui ne sait pas chuter. Alors, là aussi, les détracteurs, ils nous disent, j'ai entendu dire ça souvent, ah ouais, mais parce que vous chutez sur des tatamis, et parce que nous, on chute comme si on était dehors. Sauf qu'en général, c'est ceux qui ne chutent pas précisément qui le disent, et nous, on chute sur n'importe quoi. Voilà, non, mais soyons clairs. Après, dans la chute, il y a aussi une chose qui est vraiment importante, c'est précisément apprendre cette autonomie complète. C'est-à-dire que vous avez une expérience de votre vie désincarnée, qui est le vol, entre guillemets, entre une incarnation et l'autre. Alors pour celui qui fait la technique, l'avantage qu'il y a, c'est qu'il n'est pas obligé de se limiter. C'est-à-dire qu'il peut y aller vraiment. Donc on fait l'expérience de ça. Si on n'a pas mis l'autre en mouvement suffisamment, et ben quand on tape, on ramasse. On fait l'expérience de sa brutalité. Parce que l'autre, il rentre dedans aussi. Hein. Celui qui est en face, il ne fait pas semblant. Hein. Donc on prend des coups, etc. Si on ne l'a pas mis en mouvement correctement. Donc on a la responsabilité de le mettre en mouvement. Ça, c'est toute la dynamique au début. C'est très compliqué. C'est très intéressant. C'est un moment passionnant où on déclenche un mouvement. Okay, si l'autre est mis en mouvement, à partir de ce moment-là, on peut y aller vraiment. Parce qu'on se fait pas mal. On lui fait pas mal, on se fait pas mal. Il se fait pas mal dans la chute. Donc effectivement, l'intérêt, un des points intéressants, c'est qu'on peut vraiment faire la technique. On cherche quelque chose qui est d'ordre spirituel. Moi, quand je parle de spiritualité, je ne parle pas de religion, hein, qu'on soit bien d'accord. Jamais. D'accord ? Pour moi, toutes les religions sont utiles puisque les hommes en ont eu besoin et les ont créées. Je les respecte toutes, mais pour moi, il n'y en a aucune qui correspond à ce que je recherche. D'accord ? Et surtout pas l'aïkido. Hein. Mais ce qui est clair, c'est que parler de spiritualité, pour moi, ça veut dire être capable, sans arrière-pensée, de faire tout le bien qu'on peut faire. D'accord ? Vous rencontrez des gens, partout dans votre vie, partout. Et ce qui compte, c'est
est-ce que je fais tout le bien que je peux faire? Voilà, c'est comme ça que je le vois. D'accord? Faire passer l'autre avant soi, c'est pas simple. D'accord? C'est un truc difficile. C'est un truc difficile. Mais avec l'aïkido, on y arrive. Et on y arrive précisément parce qu'on n'a plus besoin. On n'a plus besoin de se conforter, de se représenter. On n'a plus besoin de l'approbation de l'autre. On n'a plus besoin du regard. On n'a plus besoin de la densité. On n'a plus besoin de la matière pour se repérer, on n'a pas peur de se perdre dans l'autre. On n'a pas peur de se perdre dans l'autre. Regardez, tous les réflexes de défense sont des réflexes où se font... Sensei disait jamais de force au contact. Bien sûr, hop, ça y est, l'autre a une prise sur mon corps, défense. Jamais. Pour ça qu'il avait horreur de ça. Il disait non, faites pas ça, ça sert à rien. D'autant plus que, dès qu'il voyait un doigt comme ça, laf, en l'air. Non. Si vous mettez les mains, sont souples, ok, les poussez à l'intérieur éventuellement, les mégoulis là comme ça, d'accord, mais il ne voulait pas de ça, il n'en voulait pas. C'est jamais. On ne défend pas, on laisse venir. L'aïkido, ça se fait à l'intérieur, ça ne se fait pas à l'extérieur. On ne maintient pas les gens en dehors de soi, on les fait venir dedans. Okay. Moi, je pense que c'est un rituel. C'est un rituel, mais ce n'est pas un rituel pris au sens de on fait semblant. Ce n'est pas un théâtre. On n'est pas dans un dojo, on n'est pas dans un théâtre. On ne fait pas semblant. Il faut que ce soit vrai. D'accord ? Quand il y a une attaque qui est portée avec un sabre, il faut qu'elle soit vraie. Il faut qu'elle soit vraie pour qu'elle active les réflexes défensifs et qu'on puisse en prendre conscience et qu'on puisse les contrôler. Si on ne les active pas, on ne les contrôle pas. D'accord ? Il faut que ce soit vrai aussi, parce que l'efficacité du rituel, elle est réelle que si le rituel est vrai. C'est-à-dire qu'il faut véritablement qu'il y ait la sensation de prendre un risque, d'accord, et de se relever. Potentiellement, je suis mort. D'accord ? Quand on travaille avec un ken, si je fais un yoko ichimonji, je ne le fais pas avec le bras tendu et le ken là-bas au bout. Je le fais ici. Okay ? J'ai ça du ken qui passerait derrière la tête de l'autre, et quand je suis devant, je le fais passer le ken. D'accord ? Au début, ceux qui sont en face, ils sont comme ça. Je peux vous dire que, parce que quand ils voient partir le ken à la distance à laquelle on est, ils savent très bien que... Et ce qui est intéressant, c'est que symboliquement, on est mort. On est véritablement mort. D'accord ? Il y a un kion, par exemple, dans le shoden, qui est très simple. Quand l'attaquant vient, on attend, et au moment où il ne peut plus corriger, on frappe en montant. On frappe, on fait un umenotachi, furikomi, okay, et on dégage. Alors évidemment, quand on frappe en montant, si on l'avertit, il a juste le temps de reculer. S'il recule, on recule. D'accord ? S'il recule, on recule. Mais tout de suite, on ouvre. D'accord ? On monte, hop, en assaut, paf, et on ouvre complètement. Donc il peut revenir attaquer, c'est ouvert. Il revient attaquer, on l'attend. On l'attend jusqu'au moment où il ne peut plus reculer. Et là, on coupe dedans, et on pourrait vraiment frapper, mais on retient le sabre. Okay. Deuxième fois, où il pourrait mourir, et on ne l'a pas frappé. Et dès qu'on a retenu le sabre, on ouvre. Tout de suite. S'il revient à nouveau, on coupe en passant, sans bouger, sur place, rotation. Okay. 3 fois de suite, il éprouve que le sabre serait passé à travers son corps. 3 fois de suite, il éprouve qu'on ne l'a pas fait. D'accord ? C'est là que c'est intéressant. Potentiellement, je pourrais te tuer, mais je ne le fais pas. C'est ça le rituel. C'est ça le rituel. C'est efficace, comme ça. D'accord ? On va arriver en limite de temps. Oui, j'ai l'impression. Je suis désolé. J'espère qu'on aura l'occasion de continuer cette discussion un jour. M'écoutez avec plaisir.